Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder la génétique en musculation et notamment les 3 facteurs les plus déterminants quant à votre potentiel, à votre progression future, à l'atteinte de vos objectifs. Salut Fabrice. Salut Rudy. Oui, j'ai proposé ce sujet de podcast pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait dit dans le dernier à propos des skinny fat. Donc on avait pas mal parlé des types morphologiques. Bon, on avait dit que c'était un peu douteux, mais que quand même on pouvait plus ou moins être associé à une des catégories. Donc là, je me suis dit qu'on pouvait aborder le sujet de la génétique de manière plus approfondie. Mais avant, donc je vais raconter une petite anecdote que j'ai vue ce matin à la salle dans laquelle je m'entraîne. Donc j'ai vu quelqu'un assez maigrichon, mais qui s'entraînait sérieusement, avec des exercices plutôt tournés haltères et gainage. Donc quelque chose qui est un petit peu à la mode actuellement, c'est de dire on fait moins d'exercices de musculation classique et plus des choses qui sont orientées, je vais dire préparation physique. Le fonctionnel, tu te souviens du fonctionnel, voilà, Fabrice? C'est ça. C'est ça, le fonctionnel. Et donc du coup, le type il a pris des petits haltères parce qu'il n'est pas très fort. Il fait des exercices un peu bizarres. Donc par exemple un mix entre élévation latérale et élévation frontale. Donc je sais pas si tu as déjà vu ça en salle. En gros, ton bras droit fait une élévation latérale et ton bras gauche fait une élévation frontale. Ça c'est la première rep. Et la deuxième rep, c'est l'inverse. C'est ton bras droit qui fait l'élévation latérale et ton bras gauche qui fait l'élévation frontale. Donc il y avait ça. Où le type, il se met, donc il met 2 haltères au sol, il monte sur les 2 haltères, et puis là il fait un soulevé de terre sumo en utilisant un autre haltère qu'il porte entre ses mains, tu vois. Donc des tas d'exercices un peu exotiques, on va dire, qu'on trouve des fois dans les magazines, et aussi énormément de mouvements de gainage frontaux. Donc tu le vois, il fait la planche, après il fait la planche mais il se relève sur ses mains, puis il redescend, enfin bon, des exercices comme ça dans tous les sens avec des poids légers. Et donc je voulais dire, puisque j'ai fait un site sur l'entraînement de musculation avec haltères et que moi-même quand je suis chez moi je m'entraîne exclusivement avec haltères, le fait d'utiliser des haltères n'implique pas qu'on doit faire des exercices complètement exotiques, parce que ça ne donnera strictement rien. Et d'ailleurs le type était tout maigre, hein. Alors, peut-être que lui il est content de faire ces exos-là. Non mais c'est intéressant parce que ça va exactement en phase avec notre podcast. Si vous faites ce genre d'exercice, ce n'est pas à cause de votre génétique que vous n'avez pas de résultat, c'est parce que vous faites n'importe quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire surtout, c'est que des exercices exotiques comme ça, c'est pas ce qui donne de vrais progrès, c'est pas ce qui permet de vraiment progresser. Encore une fois, je voulais le rappeler, parce qu'on le précise pas très souvent, on fait ce podcast super physique pour toutes les personnes qui sont d'une part, évidemment, naturelles, c'est-à-dire qui prennent pas de produits dopants, mais qui veulent se développer musculairement jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'ils veulent pas rester, par exemple, si vous faites, je sais pas, 30 ou 32 cm de tour de bras aujourd'hui, vous faites 10 à 50 kg de développé couché. Nous, on fait ce podcast pour les personnes qui seraient dans ce cas et qui veulent arriver, qui visent 10 répétitions à 100 kg par exemple au développé couché, ou un niveau équivalent sur d'autres exercices, et qui veulent arriver autour de 40 de tour de bras, plus ou moins en fonction justement de sa génétique. Et donc, ces exercices exotiques, ce n'est pas l'idéal, et c'est même plutôt contre-productif si on souhaite être dans la thématique du développement musculaire et de la prise de force. Voilà, et puis aussi le gainage c'est bien, hein. Moi aussi je fais des petits exercices de gainage à la fin de la séance, mais il faut quand même rappeler que des exercices de base de musculation avec barre ou haltère faits avec des poids conséquents impliquent déjà du gainage, quoi. Faire un front squat à 100 kg ou un front squat avec haltère, avec des haltères avec un haltère de 40 kg, ça demande un certain gainage, quoi. Donc du coup, si vous faites de la musculation sérieusement, même dans un but de prise de muscle, vous avez une composante fonctionnelle intrinsèque aux exercices si vous faites les bons, quoi. Donc il n'y a pas besoin après de transformer la séance en un truc de cirque où on monte sur des haltères, on fait des trucs tout farfelus, prétendument fonctionnels. On a connu cette mode, allez, on dérive encore un peu, mais cette mode du fonctionnel, tu t'en souviens ou pas à l'époque? À l'époque, il y avait un site qui s'appelait, je crois qu'il n'existe plus, c'est le site Infogym, je crois que c'est ça. Tu te souviens, il y avait Caspar, où c'est un entraîneur, et il avait contaminé pas mal de mecs qui étaient justement sur Smart, donc sur l'ancien super physique, et à un moment c'est la mode du fonctionnel. Et les mecs disaient ouais mais cet exercice-là il est pas fonctionnel dans la vie de tous les jours, ouais celui-là non plus, on veut l'entraînement fonctionnel. Bon c'était bien avant le CrossFit hein, tout ça.
Et donc c'était vraiment la mode, quoi, de se dire, ouais, il faut vraiment être fonctionnel. On sait jamais si je dois porter 50 kilos que d'un côté, faut que je puisse le faire, quoi. Ouais. C'est des situations improbables, quoi. Mais d'ailleurs, donc je renomme régulièrement les topics du forum Superphysique. Il y a des sujets qui sont mal nommés, hein, en les renommant, ils sont mieux accessibles sur Google. Et donc je tombe sur des vieilles discussions. Et déjà en 2004-2005, il y avait déjà des discussions sur les kettlebells, parce que Pavel Tsatsouline, qui était Un entraîneur russe qui était assez connu. voilà, soi-disant, oui, puis qui avait écrit des bouquins, qui habitait aux États-Unis, qui avait bien marketé son truc, en faisait la promotion. Et déjà en 2004-2005, on en parlait. Et il y en avait qui disaient ouais, c'est mieux que les haltères, blablabla. Alors qu'en fait, un kettlebell, ça ne peut qu'être que moins bien qu'un haltère, étant donné que c'est un poids fixe. Donc, bref. Mais là, c'est revenu sur le devant de la scène avec le CrossFit, quoi. Ouais, mais c'est ça qui était marrant, c'était le fonctionnel, en fait, c'est être prêt à l'imprévisible. C'est le slogan un peu du CrossFit, c'est le slogan du CrossFit, tout simplement. Et l'imprévisible n'arrive que si tu te mets dans des situations imprévisibles, quoi. Si tu tends jamais rien de fou, quoi, il y a pas de souci, quoi. Et la muscu traditionnelle bien faite suffit largement pour faire 99% des activités dans la vie, quoi. C'est bien mon avis. Alors, maintenant, si on repart sur la génétique. Donc déjà, un petit préambule. Donc effectivement, on parlait de la génétique et de la musculation. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est de ne pas quand même se démotiver. On va voir que on a tous des différences et un potentiel différent pour la muscu. Il y en a qui progressent plus vite que d'autres, avec un même degré d'implication, c'est comme ça. Faut pas être choqué par ça, parce que finalement, dans tous les domaines de la vie, c'est un peu pareil. Hein. À l'école, il y en a qui travaillent moins, puis qui ont des meilleures notes que d'autres qui travaillent plus. On n'est pas égaux dans ce qu'on fait, et c'est aussi vrai pour la muscu ou pour d'autres choses. Celui qui est très grand, il a plus de chances d'être champion de basket, mais moins de chances d'être un bon jockey. Celui qui est petit a plus de chances d'être bon jockey, mais moins de chances d'être bon au basket. Donc c'est comme ça, il faut retenir qu'on a tous des différences, des points forts, des points faibles, mais que néanmoins, il ne faut pas pour autant abandonner la muscu, parce que ce qui est sûr, c'est qu'en pratiquant la musculation ou du sport, on peut s'améliorer soi-même. Et donc, ce sera le message qu'il ne faut pas oublier. Ouais, parce que souvent, l'erreur qu'on fait en musculation, c'est de se comparer aux autres. Souvent, on voit un mec qui s'entraîne, il progresse beaucoup plus vite. Je me souviens, mais ça me rappelle pas mal de souvenirs. Au tout début, quand je suis arrivé sur Smart Weight Training, que je faisais de la force, etc., je voyais des jeunes. Il y avait un mec qui s'appelait Deverment, et un autre qui s'appelait Eddie. C'était deux jeunes qui s'entraînaient à peu près comme moi et qui se développaient à une vitesse, mais vraiment incroyable, quoi. Et j'aurais pu me démotiver, parce que c'est vrai, on voit le truc, quand on voit les mecs progresser vraiment très très vite, et nous à côté on progresse beaucoup moins, et puis au final on se dit bon, et ça c'est une des erreurs qu'on fait tous, c'est de se comparer. Et comme on va le voir dans ce podcast, en fait, on est tous vraiment uniques. Alors on a des ressemblances, évidemment on est humain, donc on a quand même certaines ressemblances, mais on a aussi beaucoup de différences dont on va parler dans ce podcast. Et il faut retenir que l'important, c'est encore une fois de se comparer à soi-même et non pas aux autres. On fait des choses pour soi et non d'abord pour les autres, par rapport aux autres. Lorsqu'on fait les choses par rapport aux autres, ce qu'on appelle de la motivation extrinsèque, j'avais fait un podcast sur le podcast de Rudy Koya pour ceux qui sont aussi abonnés, et en général on dure pas très longtemps et on n'arrive pas à persévérer. Alors que la musculation, justement, bien faite, ça aide à avoir une meilleure vie, à être en meilleure santé, à être plus fort, à ressembler à ce qu'on veut ressembler. Ça a plein d'avantages, c'est pas le but de te faire toute la liste aujourd'hui, mais voilà, si vous retenez quelque chose, c'est arrêtez de vous comparer aux autres, faites les choses pour vous, parce que pareil, souvent, comme vous savez, on a le site du Club Superphysique, donc clubsuperphysique.org, où il y a des tableaux où on peut passer des niveaux, comme dans les sports de combat, comme dans les arts martiaux, donc par exemple niveau bronze, niveau silver, etc. Et le tableau a été fait pour les hommes, en tout cas, pour des hommes qui font entre 80 et 85 kilos. Et régulièrement, j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent « Ah, mais moi, je fais que 70 kilos, je fais que 65 kilos, est-ce que tu pourrais faire un tableau pour ceux qui sont plus légers ?» Et en fait, c'est là l'erreur. C'est que le tableau, c'est juste une norme, en fait, un repère. Et ça veut pas dire que tu dois atteindre le niveau légende ou le niveau Olympe. Ça veut juste dire, voilà, là, par exemple, dans un niveau bronze, je suis niveau bronze au développé, et puis je suis pas au tirage, donc je vais peut-être travailler un peu plus mes tirages. Ou peut-être que, comme on va voir dans ce podcast, par rapport à mon analyse morpho-anatomique, je suis moins fait pour les tirages, donc forcément je suis meilleur là, etc. C'est plus un point de repère par rapport à soi, et de motivation pour se fixer des objectifs par rapport à soi, et les autres, qui sont meilleurs ou moins bons, ne sont là que pour nous aider à progresser. Donc c'est vraiment important, parce que j'ai souvent des remarques là-dessus, même dans les concours qu'on organise, ils disent « Ouais, mais moi je fais tel poids, l'autre nanana ».
Et comme on va le voir dans ce podcast, le poids, c'est qu'une partie de l'équation pour déterminer notre potentiel et notre génétique en musculation. Alors, justement, allons-y pour le premier facteur. Donc, le premier facteur que j'ai choisi, chacun en a choisi 3, on ne s'est pas consulté avant. Il est possible qu'on ait les mêmes, probablement également le même ordre, mais on va voir. Donc, le premier pour moi, c'est la longueur musculaire. C'est la merde, j'allais dire pareil. C'est pour moi le critère déterminant pour être bon en musculation. Donc, on a chacun exactement les mêmes muscles, mais ils ne font pas la même longueur. Donc, en général, c'est très visible sur les mollets. Il y en a qui ont des mollets courts, moyens, et d'autres plus longs. Et c'est aussi visible sur les triceps, particulièrement en salle de muscu. Moi, j'aime bien regarder les triceps des gens. Je suis un maniaque des triceps. Et on voit qu'il y en a qui ont vraiment des triceps naturellement longs, et tout de suite, ça donne un gros bras. Et quand ils entraînent les triceps, très rapidement, ça gonfle, ça congestionne, et on devine que ça va devenir un point fort. Alors que d'autres, bon, je fais partie, et même toi aussi, Rudy. Ouais, mais c'est pour ça que t'es attentif aux triceps, parce que tu les as super courts, en fait. Ouais, mais et toi aussi, ils sont courts, mais t'as bien réussi. Ouais, j'ai réussi à sauver un peu la mise. Ouais, c'est ça. Alors que quand ils sont courts, quoi qu'on fasse, le bras paraît toujours un peu petit, spécialement en t-shirt, parce qu'en fait, le t-shirt va jusqu'au niveau du triceps. Et quand le t-shirt s'arrête, il n'y a plus de muscle en fait, le reste c'est du vide. Donc du coup, quand on nous regarde de dos, nous qui avons plus de triceps, qui avons un triceps court et qui sommes en t-shirt, on voit rien en fait. On a l'impression que le muscle n'est pas là, et comme de fait, il n'est pas là. Ouais, et pour les prises. Ouais. ce qu'il faut dire, très clairement, pour ceux qui débutent un peu dans l'analyse musculaire, c'est que la longueur des muscles, en fait, c'est le facteur numéro 1. Et c'est facile à comprendre, c'est que plus il y a de muscles sur un segment, par exemple, moi j'aime bien prendre l'exemple du biceps parce que c'est assez parlant. Si quand vous fléchissez le bras, votre biceps va jusqu'à l'avant-bras, il n'y a aucun espace entre votre avant-bras et votre biceps, c'est facile de comprendre qu'il y a plus de muscles à développer, plus de potentiel, plus de fibres. À l'inverse, si le biceps, quand vous faites la même pose, il démarre à la moitié du bras et vous avez 3 ou 4 doigts d'espace entre votre avant-bras et votre biceps, c'est facile de comprendre que votre biceps a moins de potentiel, moins de fibres, il y a moins de matière à développer. Et ça, en fait, on peut le faire pour l'intégralité des muscles qu'on a, et ainsi déterminer de base si on est fait pour se développer, du moins si on a vraiment beaucoup de potentiel ou pas. Parce que la longueur musculaire, comme on va le voir juste après ensemble, je pense, ce n'est qu'un facteur parmi d'autres qui permet d'expliquer nos résultats. Mais en tout cas, malheureusement, quand on a les muscles courts, comme il disait Fabrice avec les triceps, c'est vrai que si on a un triceps très court, en t-shirt, si le t-shirt, les manches sont un peu longues. Et d'ailleurs, c'était la ruse. Moi, pendant longtemps, j'ai cherché des trucs comme ça, des t-shirts, quand j'étais plus jeune, qui s'arrêtaient juste sous l'épaule. Je sais pas si tu faisais ça aussi, mais moi, j'ai cherché des t-shirts, tu sais, dans les boutiques, tu y allais, et tu disais, putain, quand les manches sont vraiment très courtes, ça rend nickel, quoi. Et dès que t'avais des manches un peu longues, putain, tu te disais, mec, t'as pas de bras, quoi. C'est pareil. C'est pareil. Oui, et donc, si jamais il y en a qui n'ont pas l'habitude, entre guillemets, de ce qu'est un grand muscle et un muscle court pour chaque muscle du corps, en général, de toute façon, au bout de 6 mois de musculation, on voit assez vite tous les points forts qu'on va avoir. Généralement, c'est ceux qui correspondent à des muscles longs. Et même chez les professionnels de la musculation, donc ceux qui sont célèbres pour une certaine partie du corps, par exemple Dorian Yates était extrêmement célèbre pour son dos. Il avait extrêmement épais et large. Et quand on le voit faire une pose de dos, on voit qu'il a le dorsal, je crois, qui descend très très bas. Alors qu'à l'inverse, il y avait un autre culturiste de la même époque, donc dans les années 90, qui s'appelle Mike Matarazzo, un peu moins connu, donc je sais pas si toi tu vas t'en souvenir. Oui, moi je me souviens, c'est le mec qui était connu pour ses mollets justement, mais pas pour son dos. Les bras, il avait les bras et les mollets lui. C'est ça. Donc lui, il avait le biceps, je crois, plutôt long, les mollets plutôt longs, et donc il les avait en gros point fort. Par contre, en pose de dos, il était vraiment mauvais en proportion, hein. Et comme de fait, il avait les dorsaux qui étaient très courts. Donc on voyait bien que même un culturiste pro, l'élite, quoi, avec du dopage, de l'entraînement, etc., il avait de la peine quand il y avait un muscle trop court. Ouais, parce que on va le préciser aussi, mais on ne peut pas, malgré divers articles qui expliquent qu'on peut allonger les muscles, on ne peut pas modifier la longueur de ces muscles, en tout cas déplacer une insertion ou une terminaison musculaire. Sauf si on se déchire, et dans ce cas-là, ça la raccourcit. Soit si on se désinsère complètement le muscle, et dans ce cas-là, c'est une opération, et bon, avec plus ou moins de succès. En général, il n'y a pas trop de succès.
dans l'opération après coup. Mais c'est vrai que souvent, ce qu'on voyait, en tout cas chez les meilleurs culturistes professionnels à l'époque qu'on regardait, c'est que les meilleurs, c'était ceux qui avaient le plus de muscles longs. Mais vraiment, et tu vois, on t'a cité Mike Matarazzo. Mike Matarazzo, il a fait Olympia, mais il était toujours au chou. Il était surtout connu, lui, pour ses poses double biceps en tirant la langue. Il tirait la langue sur les couvertures, c'est ce qu'il faisait. Et il posait bien, il était dynamique et tout. Mais à côté, t'avais un mec comme Coleman. Coleman est arrivé juste après. Donc Ronnie Coleman, qui est maintenant en chaise roulante, hein. Mais on en parlera dans notre podcast sur les méfaits de la musculation quand elle est mal faite, mais quand on abuse. Et lui, il est arrivé et il avait pratiquement tout de long dans les muscles. Mais vraiment, et donc forcément, il y a eu un monde, quoi. Il y en a un qui a été 6 ou 7 fois Monsieur Olympia, puis l'autre qui a dû faire 2 ou 3 fois Monsieur Olympia. Et je crois qu'il a même fini avec des problèmes de rein, Matarazzo. Hein. Si, je me souviens plus exactement, mais à l'époque, je me souviens que ça n'a pas très très bien fini pour lui. Hein. Ouais, il est décédé précocement. Bon, après, c'est toujours le problème. Des fois, ils ont on va dire des maladies. Ils ont quelque chose de sous-jacent et le dopage accentue le problème initial. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est décédé. Donc voilà, tout ça pour dire que la longueur du muscle, c'est le facteur déterminant. Alors, la plupart d'entre nous, on va avoir des muscles courts et des muscles longs. Les meilleurs auront quasiment tout de long. Arnold Schwarzenegger, par exemple, a quasiment tous ses muscles longs. Dans la team Superphysique, Michael Gundil, lui-même, a quasiment tous les muscles longs. Ouais, il a tous les muscles longs et c'est marrant parce que il avait ressorti un coup ses vieux carnets d'entraînement quand on discutait, je me souviens à l'époque, et il disait voilà mes points faibles. Donc c'était l'arrière d'épaule, c'était, je crois, c'était l'externe du triceps, et puis c'était un autre truc. Et puis en fait, l'infraépineux, je me souviens que son infraépineux était assez court, la mémoire était assez court, et ça faisait 20 ans qu'il était dessus, quoi. 20 ans, et tout le reste pourtant ça venait, quoi. Je me souviens quand elle avait fait les photos pour sa galerie sur la team Superphysique, putain, je m'étais dit putain, mais il y a rien de court, quoi. Si, il y avait un peu le long supinateur, je me souviens, il avait les avant-bras qui étaient pas très développés, mais il avait le biceps à côté qui était hyper long, donc en général, c'est qu'on peut dire aussi, il y a des relations qui existent entre les muscles agonistes, c'est-à-dire qu'ils participent au même mouvement. C'est rare d'avoir tous les muscles qui participent sur un même mouvement qui soient longs. Si je prends mon exemple, j'ai les pectoraux qui sont assez longs, larges, qui descendent bien sur le buste, les épaules, les deltoïdes qui sont longs, mais j'ai les triceps courts. Et il y a des mecs qui sont vraiment très très doués qui vont avoir les 3 super longs. Alors eux, forcément, ils sont plus avantagés, quoi. Et il y en a d'autres à l'inverse qui vont en avoir qu'un pour 3, qui vont avoir, par exemple avoir que les pecs et les épaules et les triceps courts. Donc, donc dans mon cas, c'est plutôt les épaules, en tout cas le devant de l'épaule qui est long, alors que mes pecs vont être courts et mes triceps courts. Voilà, là en plus t'as aussi le faisceau moyen qui est assez long, mais sur les épaules, mais c'est vrai que on voit que c'est quand même en général il y a une sorte de répartition. Notre corps normalement est fait pour s'organiser, pour qu'on puisse en gros réaliser tous les mouvements avec efficacité. En théorie, dans la pratique, c'est bien moins le cas. Et donc du coup pour la musculation, effectivement, avoir des muscles courts est pénalisant. Et je vais poser la question, en préparation physique par contre, est-ce que c'est vrai? Alors toi tu t'y connais plus que moi, mais est-ce que pour être un bon sportif explosif, est-ce que c'est pertinent d'avoir les muscles longs ou pas? Non, mais moi tu vois par exemple en athlétisme, souvent, moi j'aime bien cet exemple-là. Et j'ai même un autre exemple, allez j'en ai deux en athlé. Je commence par le premier. Donc les sprinteurs, on a tous vu les sprinteurs à la télé. La plupart sont soit africains, soit originaires des îles, etc. Et ils ont pas de mollets, les mecs. Ils ont les mêmes mollets que moi. Ils ont les mêmes mollets. Il y a même d'ailleurs un super documentaire, si vous l'avez pas vu, ça me fait penser, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui s'appelait Secret d'athlète, je crois, avec Asafa Powell, donc le Jamaïcain, et un concurrent japonais. J'ai oublié le nom. Il a quelques années le documentaire, mais il est super intéressant. Donc vous pourrez le retrouver sur YouTube. Enfin bon. Et on voit que ils ont pas de mollets. Mais ça les empêche pas d'être rapides, en fait. Ça ne change rien. Et j'aurais même tendance à dire, d'expérience, que les muscles courts sont des muscles forts. Si je prends mon exemple, par exemple, je sais pas si tu te souviens que ce que je faisais au triceps à un bras aux extensions nuques, même si c'était triché, j'étais super fort. Et au mollet, qui est également un point faible, je suis aussi super fort, quoi. C'est vraiment les muscles où je suis fort, donc je pense que pour la préparation physique, ça n'importe pas spécialement. Il y a d'autres choses qui sont plus déterminantes que la longueur musculaire. Et la deuxième chose que j'avais vue, c'était sur, pareil, les athlètes sur les courses de demi-fond, de fond et de plus longue distance. Et c'était toujours sur les mollets.
Et ça disait que justement, comme ils avaient les muscles courts, qui se développaient pas trop, etc., ils avaient moins de potentiel, et ben en fait, ça faisait consommer moins d'énergie, moins d'oxygène, et donc ils étaient moins à court de carburant, en simplifiant, sur les longues distances. Donc c'était plutôt un avantage aussi, quoi. Ouais. Après, faut pas non plus tout avoir de court. On voit les sprinters souvent qui ont les quadriceps vraiment longs, les fessiers très très longs. Hein. Donc là, je simplifie au mollet, mais parce que encore une fois, une performance sportive, ce n'est pas juste une longueur musculaire, comme on va le voir juste après. La longueur du muscle, c'est bien sur le développement local, mais sur une performance aussi locale. Par exemple, si on fait un curl pour les biceps et qu'on a le biceps long ou court, bah forcément que ça va jouer. Si on a le biceps court, on va être moins fort. Maintenant, sur des mouvements par exemple de traction, où il y a plus de muscles en jeu, bah c'est un ensemble de muscles, et sans doute le deuxième facteur qu'on va avoir en commun, qui sont plus déterminants pour la performance. Ok, alors justement, allons vers le deuxième facteur. Donc tu me mets la pression si on n'a pas le même. Donc moi j'aurais mis la longueur osseuse. Ouais, bah c'est ce que j'aurais mis. C'est ce que j'aurais mis aussi. Donc bah c'est exactement comme les muscles. Donc on va avoir des membres ou le tronc ou les cuisses qui vont être plus ou moins longs. Et donc toi dans la méthode Superphysique, bah je crois que tu as plusieurs types morphologiques. Ouais, bah voilà. En fait, avec les années, j'ai codifié en quelque sorte toutes les analyses morpho-anatomiques que j'avais pu faire, et j'ai pu déterminer en quelque sorte des nouveaux morphotypes, parce que je me suis aperçu avec le temps que tout n'était pas relié, qu'on pouvait avoir une certaine longueur osseuse quelque part et une longueur musculaire différente, même si souvent c'était plus ou moins relié. Par exemple, quand on est large, quand on a des longues clavicules, en général on va avoir les pectoraux qui sont larges. Maintenant, si on est large par les deux clavicules, on va avoir le grand dorsal qui va être long, qui va s'attacher bien en oblique sur le bras. Et en fait, pas tout le temps. Et ces longueurs osseuses, donc il y en a plusieurs, il y a la longueur des clavicules qui est importante, la longueur des bras, la longueur du buste par rapport à la longueur des jambes, la longueur du fémur, la longueur des avant-bras, la profondeur de la cage thoracique. Enfin bon, je les ai tous listés dans le tome 1 de la méthode Superphysique pour ceux que ça intéresse, mais c'est extrêmement déterminant. Et un exemple très simple, c'est de prendre le développé couché, parce que c'est celui-là où l'exercice où beaucoup de personnes rencontrent des difficultés. Il est facile de comprendre. Et j'ai encore un exemple. Hier, j'ai une de mes élèves, Xavier, qui me dit oui, j'aimerais progresser plus au développé couché. Je vois un tel qui progresse plus vite, c'est dingue, etc. Nanana. Et je dis mais en fait tu compares l'incomparable, parce que elle se comparait à une fille qui est bien étroite, donc qui est plus faite en général pour l'épaisseur, qui va pouvoir mieux rétracter ses épaules lors du développé couché, donc il va avoir moins de trajet, qui a en plus des petits bras, et qui en plus, est bien souple, donc ça c'est un autre facteur dont on pourra peut-être parler, et donc qui en fait a 2 ou 3 fois moins de trajet, grâce à sa morpho-anatomie, que Xavier. Donc forcément c'est incomparable en termes de performance, et c'est pareil sur le bas du corps. Donc là on prend des catégories assez simples, hein, il y a plein d'exercices comme ça, mais sur le bas du corps c'est facile de comprendre que plus le fémur est court, et plus on va pouvoir descendre droit, plus on va pouvoir utiliser ses quadriceps, plus on va être à l'aise, et moins on a de chance de se blesser, quoi. Voilà, et c'est pour ça par exemple que moi qui ai les fémurs plutôt courts, j'arrive, et en plus qui suis normalement assez souple des chevilles, j'arrive à descendre assez facilement en squat complet. Enfin, quoi qu'avec l'âge, le squat arrière complet, ça m'est devenu plus difficile. En tout cas, en squat avant complet, assez facilement, même avec des chaussures plates. Alors que pour toi, Rudy, c'est beaucoup plus difficile parce que t'as les membres... moi, je suis plutôt long. Moi, j'ai des bras longs, les jambes longues. C'est ce que j'appelle une sauterelle dans le tome 1 de la méthode Superphysique. Et sauterelle, c'est marrant, ça m'est venu... à l'époque, j'avais fait une compète de culturisme en 2007, quand j'avais fait vice-champion de France en junior. Et j'avais mis une photo à l'époque, et il y avait Vincent, donc le Suisse, qui m'avait dit putain on dirait une sauterelle, une montre religieuse quoi. Et je me suis rappelé de ça et je me dis putain c'était bien trouvé, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi le squat, si je m'échauffe pas vraiment bien, les chevilles, le bas du corps, tout, en fait c'est pas possible quoi. Je sens que il manque quelque chose, et j'en parlais d'ailleurs de cette mobilité de cheville dans le podcast que j'ai sorti lundi sur mon truc. Mais c'est vrai que ça change absolument tout, et c'est même des facteurs de risque, parce que lorsque morpho-anatomiquement, d'un point de vue osseux, on n'est pas fait pour une catégorie d'exercice, forcément on va prendre plus de risques. Je reprends l'exemple du squat qui est parlant, mais on pourrait même prendre le développé couché ou même les tirages. Au squat, plus on va avoir le fémur long, si on a la même mobilité de cheville que l'autre individu qui va avoir les fémurs courts, on va plus pencher le buste en avant, mettre plus de pression sur le dos, avoir plus de porte-à-faux, et quand on va forcer, on a plus de chances, avec un gainage en plus équivalent,
d'arrondir le dos et puis de se faire mal, d'aller vers la hernie discale, etc. Et souvent aussi, il y a le fait d'être grand en dehors des proportions osseuses. Le fait d'être grand, il peut y avoir des grands. J'avais d'ailleurs fait une analyse c'est le tome 2 de la méthode Superphysique avec l'analyse morpho-anatomique en vidéo. J'avais analysé mon pote Jojo, qui était sur le forum avant, Jojo74, et qui fait pratiquement la même taille que moi, mais qui lui justement a les bras courts, qui a les bras longs, mais les fémurs courts. Et on se rend compte en fait que malgré tout, même si il a le buste long comparativement aux cuisses, si on prenait un mec qui aurait après les mêmes proportions mais qui ferait 1m70, lui a quand même plus de risques parce que il a quand même le buste beaucoup plus long. Donc longueur osseuse c'est bien, mais il faut aussi prendre en compte la taille, et c'est pour ça qu'on dit en général que pour un individu équivalent, les mêmes longueurs musculaires, etc., c'est beaucoup plus dur de prendre du muscle, de se remplir quand on est grand que quand on est petit. Et d'autant plus facile de se blesser, je finis vite fait, d'autant plus facile de se blesser lorsqu'on est grand, même si en proportion, on a un physique petit. Tout à fait. Et sur les forums Superphysique, on avait quelqu'un qui s'appelait Quentin, qui est un pote à toi, qui lui est quelqu'un de mémoire, plutôt trapu, avec une très grosse cage thoracique. Ah oui. Donc je crois que tu le classerais peut-être dans les dinosaures, si je me souviens. Ouais, en tout cas, du haut du corps, le bas, je me souviens plus trop. Parce que je me souviens, au squat il était bien, mais en tout cas au développé couché, moi je me souviens quand il avait 19 ans. Donc moi j'avais fait, je crois il y a 2 ans de plus que moi, j'avais fait les championnats de France de force donc en 2005, et lui il était en moins de 90, et il avait fait 190 au couché à la claque, et on le voyait en fait, il avait des tout petits bras, mais vraiment très petits, et une cage, tu sais il était venu à Puto, il avait une cage thoracique énorme, mais vraiment, on sentait que, putain il se mettait au couché, plus de trajet quoi, et on voit maintenant, en tout cas en force athlétique, ce qui est le plus recherché, c'est la réduction du trajet. Même si on a des bras longs, on voit de plus en plus de travail axé sur la mobilité thoracique. Donc l'expansion thoracique, l'épaisseur de dos pour pouvoir plus rétracter les épaules, descendre plus bas sur le ventre, voilà, la cambrure, donc étirer bien le psoas, le droit antérieur. Il y a beaucoup de travail maintenant qui est fait pour justement réduire ça. Il n'y a plus de développé couché normal, entre guillemets, en tout cas à haut niveau, en France et à l'étranger. Il n'y a plus de développé couché comme nous, on avait l'habitude de faire, où on va respecter les courbures physiologiques du dos, on va pas forcer les postures. D'ailleurs, petit aparté, peut-être qu'on en parlera un jour, en podcast, si ça vous dit, c'est que la performance recherchée à l'extrême n'est jamais très bonne pour la santé. Il y a des personnes, des fois, qui m'écrivent, qui me disent « Oui, est-ce que c'est bien de cambrer autant, etc. » La réponse, c'est non. La réponse, elle est simple. Dès que c'est au-delà des courbures anatomiques et physiologiques de base de l'individu, même si c'est maîtrisé, etc., ce n'est pas bon. C'est la performance à l'extrême, et forcément, ça ne peut pas bien finir, même si sur le court terme, en apparence, tout a l'air de bien se passer et qu'on est en forme. Alors, pour donner l'eau à la bouche de ceux qui voudraient lire ton livre, donc on a parlé des sauterelles, on a parlé des dinosaures, donne voir le nom des autres catégories. Moi j'aime bien le gorille. Ah, le gorille. Ouais, le gorille, franchement, et c'est ce qu'on retrouve le plus. Là, j'ai fait une conférence justement, un séminaire, je sais pas comment on peut appeler ça, au Crêpes de Montpellier, sous l'invitation de Johnny de la team Superpower, et justement, j'ai appris à des futurs coachs sportifs à pratiquer l'analyse morpho-anatomique. Et je me rends compte de plus en plus, à force d'analyser les gens, parce que je fais pas mal d'analyses morpho-anatomiques qu'on me réserve justement sur le site, sur rudicoya.com, et que la plupart des hommes, en fait, peuvent être catégorisés en dinosaures. Donc pas avec toutes les particularités, car en gorille, je veux dire, pas avec toutes les particularités exactes. Souvent, il manque la longueur de clavicule, qui se rapproche plus de celle d'une sauterelle, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est-à-dire que la plupart des hommes, en tout cas, ont les bras longs, n'ont pas de clavicule très longue, et ont le buste long en comparaison des jambes. Alors après, il faut voir le rapport fémur-tibia. Pareil, j'ai remarqué sur les femmes actuellement que là, j'ai commencé les analyses morpho-anatomiques de femmes, justement sur la formation Superphysique. Donc là, vous avez absolument tout sur le sujet. Et pour l'instant, sur les femmes que j'ai analysées, je vois que le fémur est beaucoup plus long en proportion que le tibia par rapport aux hommes. Donc ce qui fait que des femmes peuvent avoir en proportion le buste long et l'intégralité cuisse-jambe un peu court, mais en fait, comme elles ont le fémur long, ça fait le syndrome jambes longues, quoi. Donc finalement, c'est un peu la poisse, quoi.
Mais Ouais, c'est ce qui fait qu'au squat, elles vont avoir des difficultés à descendre de manière profonde et puis que je pense qu'elles sont plus sensibles aux douleurs aux genoux peut-être. mais Si elles les abusent. le gorille, bah par exemple, voilà, si vous regardez le tome 2 de la méthode super physique ou vous êtes directement sur la formation super physique, vous verrez Jojo, donc qui fait ma taille comme je disais tout à l'heure, et lui, bah c'est un gorille parfait quoi. Il est vraiment gorille, et on voit que bah il est large. Un gorille en général, quand c'est vraiment le 100% de ce que j'ai déterminé, c'est un mec qui va avoir du mal au pec, qui est très large d'épaule, donc qui va avoir des grosses épaules, qui a les bras longs, qui a les pecs un peu courts, qui a le grand dorsal très long, qui a les cuisses, quadriceps fessiers en point fort, les ischios un peu courts, les mollets longs. Donc c'est vraiment comme dans la planète des singes en fait. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est la planète des singes, c'est le gorille quoi. Tu vois le gorille, les longs bras, les jambes courtes, et vraiment solide mais qui a pas de pec quoi. Qui a vraiment des gros bras, du gros dos et pas de pec. Et c'est vrai que bah, vous regarderez la vidéo si ça vous intéresse, mais Jojo dans l'analyse dit justement que à chaque fois qu'il s'est blessé, c'est sur ses muscles courts, c'est tendinite au pec à chaque fois. Donc là, quand je l'avais coaché à un moment justement au moment de cette analyse-là, j'avais dit bon bah le développé couché, on arrête. Et depuis, ça allait super bien. Et il fait mal aussi au biceps parce qu'il avait les biceps un peu courts. Il avait des gros avant-bras comme on a vu tout à l'heure, à l'inverse. Et donc il fallait pas qu'il tende le bras complètement parce que pareil, on en parlera peut-être après à la fin de ce podcast, mais quand on a les muscles courts, mieux vaut éviter d'avoir une amplitude maximale entre guillemets quoi. Ok, alors justement, on va passer au troisième facteur. Donc peut-être que là, on va avoir une différence. Celui-là, je savais pas trop comment le nommer. Moi, j'ai appelé ça l'influx nerveux. Et donc, je vais essayer de préciser pour que tu comprennes. Ce que j'ai remarqué, c'est que il y en avait qui allaient naturellement être explosifs et qui en plus avaient un excellent transfert nerveux entre les différents exercices. Donc, je donne un exemple. Par exemple, il y en a qui vont pouvoir faire que du développé couché. Et après, ils se mettent à faire un peu d'incliné et tout de suite, ils vont être forts en incliné parce qu'ils ont un bon transfert en fait. Ils ont un bon influx nerveux et ce qu'ils ont gagné au coucher, ils vont réussir à le reporter à l'incliné indépendamment des différences musculaires entre Ah oui, individus. je vois ce que tu veux dire, mais ouais, ça concerne surtout en plus bah, les mecs qui sont assez courts quoi. Encore une fois, et pas les mecs qui sont longs. J'ai remarqué. Donc, ouais, donc il y a ça, et j'ai aussi remarqué qu'il y en avait. Donc moi, par exemple, si je m'arrête, si j'arrête de faire de la musculation, ne serait-ce qu'une semaine, hein, vraiment pas longtemps, une semaine, je pars en vacances, etc. Et ben déjà, j'ai une perte de force quand je reviens, et je me sens lent, tu vois, j'ai l'impression que je perds en Ouais, explosivité. tu perds les mouvements, tu perds nerveusement. C'est ça, je perds en gainage, etc. Alors qu'à l'inverse, il y a d'autres gens qui peuvent arrêter pendant vraiment longtemps sans quasiment rien perdre. Et sur le forum Cyberphysique, on avait par exemple un type qui s'appelait Kowok, c'était son pseudo. Et lui, des fois, il arrêtait la musculation pendant 4 mois, quoi. Il reprenait le développé couché. Il avait quasiment rien perdu. Donc, c'est quelqu'un qui, à son pic, devait faire 4 séries de 10 à 120 kg au développé couché très propre. C'est-à-dire pas de cambrure excessive, pas de mouvement bâclé, tout ça. Il s'arrête 4 mois, le type il reprend le développé couché, il est à 4 x 110, et en 2-3 semaines, il revient à 4 x 10 à 120. Alors que moi, si je m'arrête, non seulement je perds très vite, mais après, pour regagner ce que j'ai perdu, et ben c'est pareil, c'est très très lent. Mais j'ai l'impression que ça, il y en a dans ce que tu dis, moi je me souviens de Kovo, que c'est vraiment le bon exemple, je voulais en parler aussi, mais j'ai l'impression que ça concerne surtout les types nerveux, un peu comme on est. Bah toi t'es plutôt nerveux, moi aussi. Mais alors que Kovo, c'est plutôt une force tranquille en fait. Et peut-être qu'on peut dire une règle là-dessus, je sais pas s'il y en a qui pourront confirmer ou pas, mais quand on est une force un peu tranquille, qu'on est plutôt mou, je dirais pas mou dans la vie parce que certains vont le prendre un peu négativement, mais pas trop nerveux, et ben on perd beaucoup moins. Après Kovo, ce qu'il avait aussi, c'est qu'il avait un solide appétit. Hein. Faut le dire aussi, il était très fort à table, hein. Même s'il arrêtait la muscu, il continuait de bien manger quoi. C'est ce qu'on avait dit dans l'article musculation et vacances, c'est que si vous partez en vacances et que vous grossissez un peu, en général les pertes sont quand même sacrément minimisées, alors qu'à l'inverse, pour les types un peu comme nous, qui sommes plutôt nerveux, quand on s'entraîne pas justement, on a beaucoup moins faim aussi. Donc on a moins faim, donc moi je sais que si je me force pas à manger, si je m'entraîne pas par exemple, si je bouge, donc ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais bah si je m'entraîne pas, j'ai beaucoup moins faim, donc je vais perdre un peu de poids, donc quand je vais revenir, bah je serai encore moins, j'aurais perdu même un peu plus, alors que Kowok justement, lui qui était gourmand, et en plus il était pas nerveux en fait, il se mettait sous la barre, j'ai jamais vu vraiment s'énerver quoi. Toi t'as dû le voir sans...
Peut-être parce qu'il s'entraînait avec toi à un moment, je me souviens chez toi. Ouais, j'ai vu s'entraîner, il s'énervait jamais, il allait jamais à l'échec, et pourtant il progressait plus vite que moi, et il était beaucoup plus fort que moi, quoi, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un bon facteur. Moi, c'est un truc que justement, je suis en train de développer quand je vais aborder les cycles de progression sur la formation super physique, parce que j'ai remarqué qu'en fonction du caractère de l'individu, les cycles de progression ne devaient pas être tout à fait les mêmes, quoi. Il y a des personnes qui réussissaient mieux. Moi, je me souviens d'un truc. Donc, petite anecdote, peut-être c'est en podcast, mais quand tu faisais du développé militaire à fond, je me souviens qu'à un moment, tu avais testé la beer routine. Je crois que c'est la beer routine de Pavel en série de 5. Tu te souviens ou pas? Ouais. Et je me souviens à la fin, tu faisais des séries de 5, je crois que t'étais arrivé à 10 ou 20 fois 5, genre à 60 kilos, un truc comme ça, et tu disais putain c'est magique, je vais pas à l'échec, ça marche bien quoi. Et à l'inverse, dès que tu dépassais les 10-12 reps, t'étais vite cramé quoi. T'arrivais pas à enchaîner les séries, ça marchait moins bien. Est-ce que ça faisait ça ou pas? Oui, mais ce que tu dis en plus, ça dépend des exercices. Mais effectivement, au développé militaire, faire des séries longues, ça ne marchait pas bien. Par contre, les séries plutôt courtes de 5 répétitions, pas à l'échec, mais nombreuses, fonctionnaient mieux. En tout cas pour cet exercice-là, mais c'est pas, la règle ne marche pas pour tous les exos, en tout cas je crois. Ouais, parce qu'après ça dépend de ta morphoanatomie aussi, mais j'ai tendance à croire que si on arrive à être explosif sur un certain type de mouvement et à être plutôt prédestiné à faire des séries courtes sur cet exercice-là, du moins qu'on est nerveux sur cet exercice-là, qu'on est bien, etc. Et justement quand ça s'allonge, on est moins bon, que c'est un bon prédicteur du potentiel un peu musculaire. Et d'ailleurs, c'est un fait de dire que l'avant d'épaule a toujours été un de tes points forts. En plus, et qu'à l'inverse, si on n'arrive pas à être explosif sur un mouvement, donc je prends l'exemple du développé couché où t'as jamais été très explosif, je me souviens pas que t'étais très explosif, non. que les séries de 5, je me souviens pas que ça te faisait les pecs, mais plutôt les épaules peut-être, ouais, c'est ça. de la chance, et donc fallait que tu fasses des séries plutôt longues, forcément pour les pecs c'était beaucoup moins bien quoi, ça n'allait pas quoi, ça se développait pas, fallait que tu forces un peu la nature, etc. Ouais, c'est ça. Et en plus, si je fais des séries courtes au développé couché, ça me prend un temps fou pour récupérer de celle-ci, en fait. Je sais pas comment dire, j'ai pas de force, même au bout de 5 jours de repos. Et là, je suis fatigué, en fait. Ouais, mais ça, j'ai l'impression aussi que c'est accentué par ce que j'appelle moi la notion de surétirement. C'est que quand un exercice n'est pas fait pour toi, et qu'en plus, t'as pas forcément la mobilité qui va avec, et c'est très dur de l'avoir. Ça, c'est un truc que souvent dit le CrossFit ou d'autres pseudo-spécialistes, moi j'appelle ça, qui disent, oui, mais attends, si t'as pas la mobilité, tu travailles, ça va venir. Dans la plupart des cas, ce qu'il faut dire, de mon expérience, c'est que quand t'as la mauvaise morphoanatomie pour un exercice, mais vraiment la très mauvaise, t'es vraiment sur 100, t'es à 100, quoi. 99, quoi. T'auras beau travailler ta mobilité autant que tu veux, il y a un moment, le mouvement, de toute façon, t'es pas fait pour, donc faut pas le faire. Et si tu le fais, que tu insistes, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir donc des mauvaises courbatures. Donc, je refais pas un point là-dessus, pour ceux que ça intéresse, on en reparlera, il y a un article sur mon site à ce sujet-là, mais... C'est les courbatures aux insertions. Voilà, en rapide. Et donc, quand tu fais cet exercice-là, t'as des mauvaises courbatures, et donc, en fait, tu récupères pas. C'est comme si, donc tout convergeait pour te dire, Fabrice, ne fais pas cet exercice-là. Mais alors donc du coup t'as pas précisé, donc toi aussi ton troisième critère ça aurait été l'influx nerveux ou je ne sais pas comment tu veux l'appeler. Ouais, moi j'aurais plus mis, c'était pas trop génétique mais c'était plus un facteur un peu environnemental, c'était des antécédents sportifs. Parce que j'ai remarqué que malgré tout, c'est pas tout à fait la génétique mais ça compte énormément dans le potentiel qu'on a, le potentiel musculaire, le potentiel en force. On le voit bien, moi je me souviens que quand j'étais gamin, par exemple, je faisais beaucoup de pompes, quoi. J'aimais bien faire des pompes et des abdos, j'en faisais à fond, des abdos, j'ai dû commencer à en faire, j'avais 10-12 ans peut-être, mais vraiment, tous les jours, je faisais des abdos après l'école, et je faisais un peu de pompes, et tout de suite, quand j'ai fait de la muscu, les pecs et les abdos, c'est tout de suite venu. Il y a d'ailleurs des mecs qui me disaient, putain, les abdos que t'as, quand j'avais mis mes photos à 14 ans, et à l'inverse, il y a des trucs que je faisais pas trop, et forcément, ça s'est moins bien développé. Et ça, c'est en dehors des longueurs musculaires, parce que moi, je me souviens aussi que toi, par exemple, adolescent, tu m'avais dit que tu avais fait pas mal de vélo. Ah ouais. Et comme t'as pas les quadriceps hyper longs, notamment le vaste externe, c'est pour ça que t'as des cuisses qui sont vachement arrondies quand tu les contractes. Et ça t'avait quand même développé une sorte de potentiel. Moi, j'explique ça par le fait que nerveusement et musculairement, on développe en fait tout le réseau qu'il faut pour innerver ce muscle de la bonne façon. On va simplifier comme ça. Et que donc après quand on se met à la muscu, forcément c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce muscle parce que notre système nerveux connaît déjà le chemin.
des capillaires, un réseau sanguin a déjà été développé pour éliminer les possibles déchets, etc. de la contraction musculaire, à débat, je le précise si certains spécialistes nous écoutent, mais les antécédents c'est énorme, et c'est pour ça que je vois de plus en plus leur impact quand j'ai des gens qui m'écrivent, on parlait du skinny fat la semaine dernière, mais c'est comme ça qu'on voit que ceux qui ont fait beaucoup de sport auparavant ont un potentiel, mais vraiment sans commune mesure avec celui qui a joué à la console, qui n'a rien fait de ses journées pendant le même laps de temps, quoi. C'est pour ça que j'encourage d'ailleurs tous les parents à mettre leur enfant au sport, sans spécialisation bien évidemment. On est de plus en plus contre ça, mais ouais, les antécédents sportifs, je jouais énormément. Je me souviens, moi, je faisais de l'athlétisme, donc bon, bah les mollets, j'étais pas très doué, mais je vois que les fessiers, par exemple, c'est un truc chez moi qui se développe assez facilement. Bon, après, ils sont longs aussi, donc je suis plutôt aidé. Ouais. Je remets pas en cause ce que tu dis, je pense que t'as raison, mais à mon avis, il y a quand même un peu un côté de la poule et l'œuf. On pourrait dire que ça se trouve, tout simplement, si tu as pratiqué ces activités-là quand tu étais adolescent, ah oui, c'est que naturellement, tu étais fait pour. t'étais un peu fait pour. Oui, c'est vrai. Tu vois, on peut pas, sûrement ce que tu décris, là, le fait que ça a amélioré le schéma moteur, la capillarité, etc. C'est vrai, mais en même temps, peut-être que t'étais un peu prédisposé pour ça. Et si je prends mon exemple, alors tu le croiras si tu veux ou pas, mais quand j'ai commencé la musculation, très rapidement, je me suis mis à faire du squat en utilisant un banc à développer couché comme repose-barre. Je me souviens de la photo. C'est ça. Et donc, par exemple, à 16 ans, je faisais aussi de la course à pied. Et ce que j'aimais bien, c'est un peu ridicule, mais c'est faire du squat juste avant d'aller courir en short, et comme ça avoir des très belles cuisses à montrer en allant courir. Mais donc, toujours est-il que je me souviens que quand je devais avoir 16 ans, je faisais 10 séries de 10 à 50 kg au squat complet, avec 2-3 minutes de pause entre chaque, et après j'allais courir 5 km. Donc c'était peut-être pas musculairement le mieux qu'il fallait faire, mais en tout cas c'est ce que je faisais. Et la question c'est de se dire, est-ce que c'est ça qui a fait que par la suite j'ai eu des facilités à développer des cuisses, même sans mettre des charges très importantes, ou est-ce que naturellement en fait ma morphologie m'a fait que j'ai fait du squat, je me suis dit c'est pas mal ça, j'ai continué, Ah ouais. tu vois, ça fait un genre de cercle vertueux. Donc du coup enfin, le sport qu'on pratique a sûrement une importance, mais en même temps peut-être qu'on le pratique. Oui, c'est vrai qu'on se dirige vers ce quoi on est doué. Ouais, c'est ça. Ah non, mais c'est sûr que quand t'es nul quelque part, en général, tu persévères rarement. Si t'es vraiment mauvais, à un moment, tu te dis bon bah j'arrête. Moi, j'ai fait du tennis pendant 1 an quand j'étais gamin, j'étais nul, j'ai arrêté quoi. Hein. J'étais balle blanche. Par contre, j'ai fait de l'athlé, j'étais bon. J'ai dit putain, bah, ça c'est bien, je vais courir vite, c'est cool quoi. Et c'est vrai que les autres sports que j'ai fait, bah j'étais pas très bon, donc et puis la muscu, bah j'étais bon pour être fort, donc j'ai continué quoi. C'est vrai aussi. Non mais après c'est toujours pareil, il y a des relations qui se font où ça commence pas. Moi je pense que ça a une influence en tout cas pour les avantages qu'on a cités, mais et que ça joue quand même énormément. Si tu fais rien, on voit de plus en plus de gens qui font rien et ça donne des skinny fat avec très peu de potentiel. Donc, un exemple quand même qui va dans ton sens, ou pour le coup c'est pas lié à l'adolescence, c'est quand à un moment donné tu avais un retard des épaules, tu avais vu que, je sais plus, les séries longues c'était bien pour les épaules, et tu t'étais mis à faire des tas de séries longues d'élévation latérale et d'oiseau durant tes séances d'épaule pendant plusieurs mois ou même plusieurs années, et maintenant tu as réussi à les transformer en points forts. Ouais, mais ça c'est un truc que j'avais fait. Je me souviens quand j'avais quoi, 17-18 ans, mais après je pense qu'aussi ça a beaucoup joué parce que souvent il y a le mythe un peu des séries de 100, des séries très longues pour attraper un point faible, etc. Pour essayer de rattraper son retard par rapport aux antécédents. Et je pense que je l'ai fait au bon moment parce que j'avais 17, 18, 19 ans quoi. Je l'ai fait, j'étais en fin d'adolescence, début adulte. Et c'est ça qui a fait que ça a bien marché aussi. Et c'est vrai qu'une fois par semaine, ma séance d'épaule, c'était 3 ou 4 séries d'élévation latérale avec haltère, 3 ou 4 séries d'oiseau avec haltère de 100 répétitions. Et donc, ça me prenait 1h30. Hein. Ma plus longue série, j'avais chronométré, c'était 9, presque 10 minutes quoi. Hein, à l'oiseau. Ouais. Donc avec 13 pauses, donc c'était hyper long. C'est d'ailleurs un truc que je décris dans la formation Super Épaule. Mais je suis pas sûr que ça aurait aussi bien marché si j'avais été adulte en fait. Mais oui, après... et d'ailleurs c'était dur en plus ce que tu faisais, parce que tu faisais plein de récupérations partielles. Moi je me souviens, je crois que j'avais fait une séance avec toi et je me disais, la vache, mais il s'arrête jamais. Ah oui, quand on s'était entraîné à Tremblay, je me souviens. Ouais, on était à Tremblay et je me souviens, t'étais venu, tu dis putain, ça s'arrête pas. Et c'est vrai, mais en fait, mon repère à l'époque c'était de mettre moins de 5 minutes pour faire les 100 reps. Si j'y arrivais, je montais le poids. Donc, et au mieux, j'étais arrivé à 100 reps à 10 kilos. Donc, pas en montant complètement à la parallèle, juste un peu en dessous.
Et donc, ouais, c'était... j'avais bien bombardé ça, et puis bon... Maintenant, c'est rare que je fasse monter quelqu'un aussi haut, parce que pareil, il faut faut un sacré temps, hein. Il y a 1 heure et demie d'épaule quand même, hein. Donc, et j'ai fait ça pendant plus d'1 an, ouais. Ouais, il faut noter qu'en plus ça avait bien marché parce qu'il se trouve que les épaules, on a de bons exercices d'isolation dessus quoi. Pour les pectoraux, ça marcherait moins bien parce qu'on n'a pas vraiment d'exercice pour les isoler des en autres dehors muscles de l'épaule. Ouais, on peut pas les isoler, alors que les épaules, tu mets des sangles pour que les avant-bras soient pas trop le facteur limitant, et puis t'arrives à les isoler à fond. Alors que tous les autres muscles, en général, t'es un peu roulé, il y a toujours un facteur limitant, autre chose qui va intervenir. Il y a les mollets, j'avais essayé sur les mollets, ça avait moins bien marché. Mais j'avais été beaucoup moins persistant aussi, hein. Je sentais que les séries longues au mollet me plaisaient pas trop, donc comme j'étais plutôt fait pour être fort des mollets, mais c'est vrai, on se dirige de toute façon vers ce quoi on est doué, et on fait ce pourquoi on est doué. C'est pour ça qu'en muscu, on fait ce podcast aussi, c'est parce que souvent, on voit des gens qui s'acharnent en disant, moi je veux faire ça, mais t'es pas fait pour ça, donc fais ce pourquoi tu es doué en fait. Perds pas ton temps avec des trucs pourquoi t'es pas doué. Si t'es une sauterelle, que t'es raide des chevilles et tout à fond, va pas forcer au squat, fais-en si tu veux, parce que ça t'amuse, tranquille, mais cherche pas à être champion de squat. Là, ça va très très mal finir. Je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, mais en muscu, il y a souvent ce truc-là, même au développé couché, t'es pas fait pour, mais fais autre chose, c'est pas grave. Je pense que c'est parce qu'on a ce truc de se comparer aux autres, ou on n'est pas qu'à la méthode Conan, quoi, comme on avait discuté en podcast. Vous pouvez l'écouter si vous l'avez pas encore fait, mais c'est que si t'es pas fait pour un truc, te force pas, mon gars. Tu vas te niquer. Et pour de vrai, hein, tu vas finir en miettes. Et ça, forcément, on n'entend jamais parler parce que les mecs n'en parlent pas, ils disparaissent, ils arrêtent, et on voit toujours ceux qui sont sur le devant de la scène qui sont faits pour le truc. Donc c'est facile. Et nous, on est un peu les gardiens du truc, quoi, parce que on est toujours là après toutes ces années, et parce qu'on a arrêté justement de faire certains exercices qui nous correspondaient pas, quoi. À contre-cœur, des fois on retombe un peu dedans malheureusement parce qu'on est un peu con, mais c'est vrai. Mais on s'arrête à temps, quoi, avant la vraie grosse blessure qui ferait que ce serait vraiment la merde, quoi. C'est ça. Justement, c'était un peu la quatrième partie du podcast, mais on l'a pas mal évoqué. L'idée, c'était de voir dans quelle mesure ces facteurs-là pouvaient influencer sur l'entraînement. Après, il faut pas non plus trop exagérer. Quand on est débutant, il faut pas négliger plein d'exercices intéressants sous prétexte qu'on n'aurait pas la morphologie pour. Donc normalement, la plupart des débutants doivent quand même être capables de faire du développé couché avec la barre, éventuellement en réduisant un petit peu l'amplitude. Après, non, mais ça c'est un truc voilà. C'est intéressant parce que moi justement dans la formation super physique, donc où vous retrouvez justement le tome 2 de la méthode super physique et puis d'autres choses sur l'analyse morpho-anatomique et comment faire son programme justement par rapport à ça. Et à un moment j'ai fait une vidéo justement pour expliquer que fallait pas faire son analyse morpho-anatomique dès le début. Parce que pareil, il y a des gens un peu qui psychotent, qui vont acheter le tome 1 de la méthode super physique, qui vont dire « Ah merde, j'ai le biceps court, faut que je m'arrête à 90, parce qu'il est vraiment très court quand je fais les curls. Faut pas que je descende jusqu'en bas. » Et en fait, pas du tout. Les bases, quand on débute, c'est les mêmes pour tous. C'est on apprend à faire ces exercices correctement, avec une bonne amplitude, sans réduction d'amplitude, etc. Et quand on va commencer à progresser, on va commencer à devenir fort, c'est là qu'il va falloir faire son analyse morpho-anatomique en détail et adapter véritablement son entraînement par rapport à soi. Au début, ça n'a pas d'intérêt, et c'est même une perte de temps de se compliquer avec tout ça. Au début, vous devez faire, comme disait Fabrice, du développé couché, sans aucun souci, vous n'aurez pas de problème en fait. Il y aura pas de... Souvent, c'est aussi ça le malheur d'Internet, c'est qu'il y a tellement d'informations qu'on sait plus trop où donner de la tête, mais si vous débutez, vous prenez un programme sur Superphysique, ils sont gratuits, rubrique débutant, programme débutant, programme intermédiaire, et vous suivez. Et progressivement, c'est là que ça va être intéressant d'aller plus loin, en faisant votre analyse, en étudiant ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait, et vous dire, voilà, là je peux prendre peut-être plus de risques parce que je suis fait pour, donc j'ai moins de chances de me faire mal, j'ai plus de potentiel, et là j'en ai un peu moins, donc peut-être que je vais me contenter de mon niveau actuel, ou peut-être changer d'exercice carrément, parce que je sais pas me contenter, ça se discute aussi, mais c'est quelque chose qui vient progressivement, on peut pas personnaliser. D'ailleurs, quand un débutant vient me voir pour que je le coach, donc je fais des suivis à distance comme vous le savez, son premier programme que je lui fais, c'est un programme très général, très générique, et progressivement, s'il reste avec moi plusieurs années, à la fin, on va arriver à un programme unique, vraiment fait pour lui, mais au début, c'est très générique. Alors après, je vais personnaliser les cycles de progression, tout va se faire en fait très progressivement. Et ça, faut le dire parce qu'il y en a beaucoup qui sont là et disent « Ah, je vais faire mon analyse, je vais pouvoir modifier mon entraînement, tout faire, etc. » En fait, ça va se faire vraiment très... avec le temps, sur le moyen terme, sur le long terme. Au début, t'as pas de biceps, en fait. Court, long, ça n'existe pas. J'ai pas de biceps. Alors il est un peu plus court, il est un peu plus long, mais fais du curl incliné. Et puis tu vas vite sentir, au bout d'un an, quand tu mettras peut-être 10 ou 12 kilos,
si ça va ou si ça va pas, quoi. Mais d'ici là, il a fallu que tu apprennes à utiliser tes biceps, à avoir la bonne technique. Et ça, déjà, ça va prendre déjà plusieurs mois tranquillement, quoi. Eh ben, écoute, ça me semble très bien. Je sais pas, j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Donc voilà, à ce que t'as dit. faites ce pourquoi vous êtes doué et ne vous acharnez pas sur le destin. C'est vraiment important pour pas finir en miettes. Sinon, vous ne serez plus là pour nous écouter dans 20 ans quand on sera encore là. Hein. Alors, pour conclure ce podcast, je voulais commencer tout de suite. La semaine dernière, on était à 99 commentaires et je vous avais dit qui serait le 100e. Et en fait, vous avez été hyper productifs parce que il y a eu 7 personnes qui ont rajouté des commentaires sur le podcast. Ce qui nous a amené, et ce que j'ai annoncé à Fabrice au début de ce podcast, que nous sommes 17e sur l'application podcast de Apple dans la catégorie sport et loisirs. Donc c'est énorme. J'ai regardé, on est devant des podcasts qui sont vraiment très cash. Je croyais qu'ils étaient beaucoup plus gros que nous. Donc on est vraiment en train de faire quelque chose ensemble. Là, on avance. J'aurais pas cru qu'on serait 17e en fait. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Et donc je tenais à remercier les 106 personnes, et Fabrice se joint à moi bien évidemment, qui ont laissé un commentaire, une note de 5 étoiles sur ce podcast, qui nous encouragent, qui en parlent autour d'eux, parce que c'est vous, notre meilleure pub, c'est vous qui transmettez ce podcast à vos amis, aux personnes qui pourront en avoir besoin. Et on remercie d'avance ceux qui vont prendre le temps d'aller laisser justement cette note de 5 étoiles et un petit commentaire sur ce podcast. C'est vraiment aujourd'hui ce qui va changer la donne, ce qui va faire que ce podcast va pouvoir prendre de l'ampleur, qu'on va pouvoir faire de plus en plus de choses, qu'on va prendre de plus en plus de temps pour ces podcasts et vous délivrer, j'espère, des informations correctes et intéressantes pour vous aider à progresser. Donc voilà, merci vraiment beaucoup. Là, je m'attendais pas qu'on soit à 17e et qu'on ait 106 commentaires d'un coup, mais je pense qu'on est bien parti. On est bien parti, je pense qu'on va faire mieux. Sur ce, on vous laisse comme d'habitude avec plusieurs liens sous le podcast. Je vous redis pas quoi, mais il y a tout ce qu'il faut pour aller plus loin sur l'analyse morpho-anatomique, pour faire son analyse, la formation super physique, le site de Fabrice, etc. Enfin bon, tout est sous le podcast. S'il y en a qui voudraient aller plus loin sur cette thématique de la génétique et de la musculation et déterminer, pourquoi ils sont faits, pourquoi ils sont pas faits, tout en sachant que de toute façon, le choix de faire ou de ne pas faire vous appartient au final. En attendant, nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! À la semaine prochaine. Salut!